choses que j'aurais aimé savoir très tôt dans ma vie. Par exemple, j'aurais aimé savoir que la patience est une vertu cardinale dans la vie, surtout quand il s'agit de conquérir nos ambitions et conquérir nos objectifs. Il faut savoir attendre le bon moment avant d'agir parce que moi, j'ai grandi dans une famille où voilà, il a toujours été mal vu euh, de se plaindre des problèmes. Il faut savoir attendre le bon moment. J'ai l'habitude de dire que voilà, c'est pas en mettant enceinte 9 femmes que tu vas avoir un enfant. En général, tu dois toujours attendre 9 mois. Donc, il y a, donc parfois tu dois attendre. C'est comme ça. J'aurais aimé aussi savoir très tôt qu'on ne peut pas tout planifier dans la vie. Bonjour, toi, j'espère que tu te portes à merveille. Moi, je me porte très bien, par la grâce de Dieu. Alors, tu es très bien dans l'émission, ce que j'aurais aimé savoir de Edem Betaglo. Et si tu écoutes ce podcast sur YouTube, sur Google Podcast, sur Anchor, etc., n'hésite pas d'abord à télécharger l'application Google Podcast et Podcast, Anchor ou même Spotify. Ainsi, tu pourras valablement t'abonner au podcast tout simplement. Ou sinon, si tu le suis sur YouTube, c'est pas très compliqué. Tu t'abonnes et tu actives la cloche juste en bas pour pouvoir recevoir les notifications. Tu peux aussi t'abonner à ma page Facebook Eden Betoglo. Ainsi, tu pourras être averti à chaque fois que je publie quelque chose en lien avec le podcast. Alors aujourd'hui, je reçois un malgache. C'est avec plaisir que je me retrouve à Madagascar avec Précieux Guénolé Radjofera, qui est le président d'une association qui s'appelle Matoé. Et l'objectif justement de cette association, c'est d'éduquer, de motiver des jeunes à devenir des citoyens responsables et des citoyens avertis également. Et malgré cette pandémie, ils ont pu quand même mettre en œuvre une initiative Sud-Ouest Vert, qui est en fait un projet de reboisement qui vise à planter 25 000 arbres en 5 ans dans la région du sud-ouest du Madagascar. En 2019, Radjofera avait été sélectionné par le département d'État américain pour participer au Mandela Washington Fellowship, donc un programme de leadership qui lui a offert l'opportunité de suivre une formation intensive sur le leadership et l'engagement civique à l'université de Delaware. Et ça fait plaisir que je le reçois dans ce podcast, et il nous a aussi partagé ce qu'il aurait aimé savoir sur la patience dans la vie, sur le fait qu'il faut y aller mollo mollo, comme le disent les Ivoiriens. Et surtout, on a aussi parlé de la recherche en Afrique avec la Covid, d'autant plus que nous savons tous qu'au Madagascar, il y avait eu justement un remède qui avait été plébiscité par le président lui-même. Donc on en a un peu parlé. Je vais revenir là-dessus dans la conclusion, mais avant tout, je vous laisse écouter ce podcast, cet épisode 19 avec Précieux Radjofera, que j'appelle affectueusement Raj. Ça me fait plaisir de te retrouver dans ce podcast, franchement. Et je pense honnêtement qu'aujourd'hui, je vais pouvoir vraiment parler de la recherche en Afrique un peu plus en détail. Et j'espère que ça va te faire plaisir. On se dit à tantôt. C'est Eden Betoglo. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je suis avec une personne qui va nous partager des choses très intéressantes, parce qu'on va parler de sujets assez pointueux, si je dois le dire ainsi. Alors, je suis ravi de recevoir un malgache dans cette émission, et je suis ravi justement d'être disons, sous un arbre malgache, si on doit le dire ainsi. Alors, salut Radjofera, comment tu vas? Je vais bien, Paris. Ça va bien. Salut. Alors, dis-moi, Radjofera, est-ce que tu veux bien te présenter à tous ceux qui nous écoutent? Ouais, donc moi, je m'appelle Radjofir Précieux Guénolé. Je suis malagasy et je suis, euh, je viens d'avoir mon master 2 en droit privé,
Et à côté de ça, je suis aussi le président d'une organisation qui s'appelle Matoué. Donc, dans la langue malgache, Matoué, ça signifie mur. Donc, en général, ce qu'on fait, c'est de former et d'éduquer les jeunes malgaches, euh, afin qu'ils puissent devenir des citoyens responsables et des leaders transformatifs capables d'apporter des changements positifs dans la communauté. Et aussi, je suis un Mandela Washington Fellow. Le Mandela Washington Fellowship, c'est un programme du gouvernement américain qui consiste à appuyer les leaders, les jeunes leaders africains émergents dans leur effort de développer le continent. Et voilà en général ce qui me concerne. Et c'est tout ce que je peux dire. D'accord. Donc, en fait, si je comprends bien, tu es vraiment, en fait, disons, orienté développement du continent africain. Et donc, tu t'es lancé dans un leadership, tout simplement. Donc, tu fais partie de ces jeunes-là qui se battent pour développer des initiatives pour développer le continent africain. En gros, c'est ça. Ouais, c'est ça. D'accord. Et du coup, est-ce que les études que tu as faites actuellement, c'est vraiment en lien avec ce que tu veux faire par la suite avec ton association? Ouais, effectivement, mon parcours académique est assez original. En fait, euh, depuis tout jeune, je me voyais étudier la gestion, je me voyais comptable, suivre les traces de mon père. Mais au cours des années, je me suis réorienté et j'ai décidé que j'allais étudier le droit. Donc j'ai commencé le droit en 2014 et je viens juste de le finir. Je viens de le dire tout à l'heure, j'ai un master 2 en droit privé. Et en fait, la passion pour la vie associative, la passion euh, pour l'engagement communautaire, c'est venu plus tard en fait. C'est venu plus tard. Donc, à l'époque où j'ai décidé de m'inscrire en droit, j'étais pas conscient euh, de cette passion pour l'engagement communautaire. Et là, plus tard, je me rends compte que voilà, que j'ai développé cette passion, j'ai développé cette envie de promouvoir les jeunes dans ma communauté. Et oui, je dois avouer que en général, il n'y a pas vraiment de lien. Il n'y a pas vraiment de lien entre ce que je fais dans mon organisation et mes études, parce que j'ai fait des études de droit. Mais d'un côté aussi, je me dis que le droit est toujours une arme, le droit est toujours une arme, quoi, une arme une arme qu'on doit avoir, parce que euh, quand on connaît le droit, il est plus facile de naviguer dans ce domaine. Donc c'est ça en général. Mais là aussi, je me rends compte que en fait, le droit pour moi, c'est juste un passerelle. C'est juste une passerelle de droit pour moi. Mais je ne pense pas faire carrière dans le droit. Je veux plutôt faire carrière dans le développement durable parce que je suis quelqu'un qui aime voir les impacts positifs de ce que moi je fais. Je ne suis pas du genre à m'enfermer dans un bureau, à décortiquer des statistiques, à étudier des chiffres et tout ça. Moi, je préfère voir les impacts positifs de ce que moi je fais. Donc voilà pourquoi je, je décide de m'orienter dans le développement durable. Et le droit, pour moi, c'est juste une passerelle, c'est juste la base, quoi. Il faut que je connais le droit ici dans mon pays. Mais là, maintenant, je suis en train de préparer un autre master. Je ne peux pas en dire plus là-dessus, mais j'y travaille. Et ce master-là sera euh, plus focalisé sur le domaine du développement durable. Donc, c'est ça en général. D'accord, d'accord. Bah, je pense d'ailleurs que beaucoup de jeunes Africains sont un peu confrontés à ce dilemme. Généralement, en fait, on fait des études dans un domaine donné et puis après, on développe la passion
pour un autre secteur d'activité ou juste un autre domaine et on se rend compte que il n'y a pas vraiment trop de lien. Mais par rapport à ce que tu viens d'expliquer, oui, je me rends compte justement que le droit, en tout cas en ce qui concerne tous les projets communautaires en Afrique, le droit, ça reste une belle arme déjà. Parce qu'on a quand même besoin de faire connaître aux jeunes leurs droits déjà en premier lieu. Donc sur divers aspects justement de la vie quotidienne, que ce soit à Madagascar ou au Sénégal ou encore en Côte d'Ivoire ou au Togo, etc. Le débat il reste un peu le même en fait. Donc quelque part, je pense que tes études peuvent être utiles à toi de voir comment tu vas les orienter. Mais bien évidemment, se former sur tout ce qui concerne les projets internationaux, ça peut être toujours bien évidemment, parce que ça peut être utile. Voilà, ça peut être utile pour pouvoir accompagner encore plus les jeunes dans dans tout ce qu'ils font. En tout cas, merci pour ce que tu viens de partager. Et moi, ce que je retiens de fondamental, et peut-être que je vais en profiter pour te poser la question, est-ce que tu rencontres des difficultés dans l'accompagnement des jeunes déjà? Est-ce que, vu que toi-même t'es jeune, est-ce qu'ils te font plus confiance ou ils se disent, oh bon, il est jeune, donc il ne connaît pas encore tous les rouages de la vie et tout? Parce que les jeunes sont souvent confrontés aussi à ce jugement de leur père. Donc, je ne sais pas trop si c'est... Est-ce que c'est une difficulté que tu rencontres à Madagascar actuellement? Oui, bien sûr, je dois avouer que quand on est jeune, c'est les critiques qu'on reçoit souvent. On te critique parce que tu es jeune, tu connais pas encore la vie et tu peux pas, tu peux pas dire que voilà, tu veux conduire les jeunes, tu veux les montrer la bonne voie. Mais je crois que c'est aussi à cause de notre culture parce que nous, en général, nous les Africains, on a grandi dans cette culture de l'aîné. Donc, pour être chef, pour être le leader, tu dois être l'aîné. Tu dois avoir euh, une certaine âge. Et je crois que c'est à cause de ça. Mais moi, dans ma façon de penser, euh, être leader, c'est pas du tout une question d'âge, c'est pas du tout une question de titre, c'est juste une question de mentalité. Il s'agit de trouver une voie, une bonne voie pour la communauté et il s'agit de militer pour qu'on applique les solutions euh, qui peuvent aider les gens, qui peuvent aider les jeunes. Donc, de ce côté-là, je reçois ces critiques-là souvent, mais bon, je ne les écoute pas vraiment aussi. Mais les jeunes les jeunes qui sont membres de mon organisation, les jeunes qui sont membres de mon organisation, eux, ils me font confiance. Ils me font confiance parce que je suis aussi une personne euh, qui a une éthique assez irréprochable, si je peux le dire. Donc, euh, ils me font confiance. Et en plus de ça aussi, j'ai mon background. J'ai mon background. Je rappelle d'ailleurs que en 2019, j'ai été sélectionné par le gouvernement américain pour participer au Mandela Washington Fellowship. C'est un programme du gouvernement américain qui appuie les jeunes leaders africains émergents dans leur effort de développer le continent africain, dans leur effort de développer leur communauté. Donc, à travers cette opportunité, j'ai pu bénéficier d'une formation intensive en leadership à l'université de Delaware pendant à peu près un mois. Donc, j'ai le background. J'ai le background et les jeunes qui sont dans mon organisation aujourd'hui, ils connaissent très bien ça. Donc, ça me donne une certaine autorité. Et aussi, à côté de ça, voilà quoi. Dans les gens, en général, il n'y a pas y a pas de solution qui satisfait tout le monde. Ouais. Et ici à Madagascar, on a l'habitude de dire euh, voilà, euh, que c'est très difficile de traduire, mais que tu ne peux pas satisfaire tout le monde. Tu ne peux pas satisfaire tout le monde. Pour les uns, tu es le choléra, pour les uns, tu es la peste. Donc,
l'important c'est de savoir ce que tu veux faire et est-ce que ça t'intéresse vraiment et il faut aller jusqu'au bout. Ouais, bah d'accord, je pense d'ailleurs que c'est un peu, on retrouve un peu cette façon de penser dans d'autres pays africains également et même dans d'autres pays occidentaux, c'est que tu peux pas satisfaire tout le monde. Donc, au fond, il faut juste faire ce qu'on a à faire, tout simplement. Et ce que je comprends aussi, c'est que, voilà, actuellement, tu as une certaine légitimité, tout simplement, et je pense que tu vas surfer sur cette vague-là et voir justement ce que tu peux apporter à ta communauté. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage et on va aller, chers auditeurs, vers le sujet qui nous préoccupe généralement dans ce podcast. Alors, Raj, dis-moi, qu'est-ce que tu aurais aimé savoir? En quoi est-ce que ça aurait changé ta perception des choses aujourd'hui? Quelles sont vraiment les choses que tu aurais vraiment aimé savoir et que tu veux partager dans cette émission? Oui, merci beaucoup pour cette question. Oui, oui, bien sûr, il y a beaucoup de choses que j'aurais aimé savoir très tôt dans ma vie. Par exemple, j'aurais aimé savoir que la patience est une vertu cardinale dans la vie, surtout quand il s'agit de conquérir nos ambitions et conquérir nos objectifs. Il faut savoir attendre le bon moment avant d'agir parce que moi, j'ai grandi dans une famille où voilà, il a toujours été mal vu euh, de se plaindre des problèmes. Euh, donc, dans ma famille, euh, c'est celui qui se débrouille le plus qui est toujours bien vu. C'est celui qui cherche tout le temps les solutions aux problèmes qui est toujours bien vu. Donc, ça a créé chez moi euh, voilà, une certaine mentalité qui consiste à toujours bousculer, quoi, à toujours essayer de trouver des solutions, voilà, à toujours penser euh, que, que rien n'est impossible, il faut toujours trouver des solutions, quoi. Il faut toujours trouver des solutions. Mais après, tu te rends compte que voilà, que la vie est compliquée et que parfois, c'est pas parce que tu agis beaucoup que tu vas atteindre tes objectifs. C'est pas parce que tu, tu, tu travailles beaucoup que tu vas atteindre tes ambitions. Parfois, le recul aussi, attendre le bon moment et agir, ça aussi c'est très important. Donc, la réussite en général, c'est pas simplement une affaire de, d'action, c'est aussi une affaire de patience. Il faut savoir attendre le bon moment. J'ai l'habitude de dire que voilà, c'est pas en mettant enceinte 9 femmes que tu vas avoir un enfant. En général, tu dois toujours attendre 9 mois. Donc, il y a, donc parfois, tu dois attendre. C'est comme ça. Tu dois attendre. Et je pense que savoir attendre le bon moment et agir, ça, c'est un gros avantage. C'est un avantage vraiment très, très, très puissant. Et D'accord, j'aurais aimé, donc, oui, vas-y. oui, oui. J'aurais aimé aussi savoir très tôt qu'on ne peut pas tout planifier dans la vie, tu vois. Parce que moi, depuis tout jeune, voilà, j'ai été un jeune homme très sérieux. Donc voilà, je voulais planifier ma vie dès le début. Je me suis dit, bon, voilà, je veux étudier la gestion, je veux suivre les traces de mon père. Voilà, j'ai tout planifié. Mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que, voilà, que mes intérêts ont changé, que, que je devais m'orienter vers d'autres centres d'intérêt. Et là, je me suis rendu compte assez tôt que voilà, planifier dans la vie, c'est bon d'avoir un plan. Mais en général, tout ne se passe pas comme on l'a prévu. Donc, il y a toujours un décalage entre le plan et l'événement. Donc, il faut savoir, il faut, faut, il faut garder ça en tête quand on navigue dans la vie en général. Et au final, j'aurais aussi aimé savoir que l'équilibre et la modération, ce sont des valeurs très importantes dans la vie. Donc, tu vois, parfois,
on a tendance à croire que quelque chose est vrai parce qu'elle confirme nos biais cognitifs. Mais on se rend compte que rien n'est parfait. Si tu essaies de comprendre d'autres perspectives, tu te rends compte que ces perspectives-là ont aussi peut-être raison. Donc, le plus important, si on veut bien décider dans la vie, si on veut bien décider de notre avenir, il faut toujours garder l'équilibre. Ça me fait penser un peu à la démocratie. Il fut un temps où, où on chantait les louanges de la démocratie partout. Donc la démocratie, c'était le paradis et tout ça. Quand ça entre dans ton pays, ça va révolutionner les choses. Mais on a vu que l'expérience africaine n'a pas été vraiment un grand succès. Donc on se rend compte que même ça, même cette idéologie qu'on croyait très parfaite à l'époque, mais ça ne fonctionne pas. Euh, donc il faut toujours être au milieu, quoi. Garder le bon équilibre. Et la meilleure façon de pratiquer ça, c'est bien sûr, il faut lire, il faut écouter ce qu'on veut entendre. Parce que, évidemment, ça confirme nos biais cognitifs, mais il faut aussi avoir le courage de voir la situation avec les yeux d'autrui, d'étudier des points de vue qui sont totalement à l'opposé euh, de, de nos perspectives. Donc, c'est voilà en général. D'accord. Bah, je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que tu aurais aimé savoir finalement. Et ce que je retiens principalement, c'est le fait que tu parles de science et en même temps de planification. C'est-à-dire que pour moi, les deux sont un peu liés finalement. En fait. C'est-à-dire qu'on peut parfois planifier certaines choses, mais on est très impatient de les réaliser, etc. Et du coup, parfois, on se perd un peu hein, dans le cheminement des choses. Et je trouve vraiment intéressant ce que tu viens de partager. Mais est-ce que tu as déjà vécu disons, des situations assez complexe par rapport à tout ce que tu viens de partager, par rapport à ce que tu aurais aimé savoir? Est-ce qu'il y a une petite histoire qui te vient à l'esprit, par exemple? Euh, une petite anecdote. euh, ouais, une petite anecdote, je crois que c'est lié à mon organisation, à l'association Matouille. Donc, on l'a mis en place en 2020 dans un contexte très difficile, le contexte de l'urgence sanitaire, le contexte du Covid-19. Et voilà, on voulait tellement agir, on voulait tellement agir. Et on a développé un projet de lutte contre la déforestation ici dans ma région. Et le projet a été bien conçu, mais quand le moment est venu de mettre en œuvre le projet, on a été un peu, on a été euh, perturbé par le confinement, les mesures de restriction et tout ça, donc on a dû annuler. Et comme je l'ai dit très tôt, je, je suis quelqu'un qui, qui a parfois tendance à forcer les choses, qui a parfois tendance à bousculer les situations parce que je suis du genre à trouver à chaque fois des solutions. Je me suis rendu compte que voilà, qu'il fallait attendre un peu, que la situation ne le permettait pas. Et on a attendu. Et merci Dieu parce qu'on a pu réaliser le projet cette année, en février. En février dernier, on a pu réaliser le projet. D'accord, bah, dis-moi, juste une petite question rapide, parce qu'on va bientôt parler de la COVID justement, vu que tu en as parlé, mais j'aimerais savoir en fait, vu le travail que tu fais actuellement, pour les gestionnaires de projets qui nous écoutent ou ceux qui sont peut-être dans des associations, qui dirigent des associations dans d'autres pays et tout, quel est le regard que tu portes sur les imprévus dans une gestion de projet toute simple lorsqu'on dirige une organisation comme la tienne? En 2 minutes. Si tu peux répéter ta question, j'ai...
En fait, je voulais savoir en fait le regard que tu portes sur les imprévus qui peuvent survenir dans une gestion de projet lorsqu'on dirige une organisation comme la tienne. Vu que tu as partagé une expérience tantôt, je me dis peut-être que tu pourrais en 2 minutes nous donner peut-être 2 conseils ou un conseil rapide sur comment on peut gérer des imprévus dans ce genre de cas. Ouais, donc voilà, moi je suis quelqu'un qui aime voir la réalité de façon très froide. Donc, euh, quel que soit le projet, même si vous avez élaboré un gros document pour prévoir tous les risques et tout ça, vous ne pouvez pas tout prévoir. J'ai dit tout à l'heure qu'on on peut rien planifier dans la vie. Donc, moi, à l'époque, quand on a conçu le projet, on n'avait pas du tout pensé à cette pandémie. On n'avait pas du tout pensé à ça. Mais voilà, c'est arrivé. Donc, il faut toujours garder, quand on conçoit un projet, quand on veut mettre en œuvre un projet, il faut toujours garder à l'esprit euh, que la situation peut changer, que des obstacles peuvent survenir. Des obstacles, des empêchements qui vraiment dépassent notre entendement. Parce que parfois, on peut se dire que voilà, je peux surmonter ça, on peut s'adapter à ça, mais euh, en général, parfois, il y a des situations qu'il ne faut pas. Il y a des situations où la seule option, c'est d'attendre. C'est d'attendre. Donc, c'est ça en général. Il faut garder ça à l'esprit pour éviter des frustrations. D'accord. Euh, Dis-moi, Raj, est-ce que tu peux choisir entre 1 et 5? 1 et 7, 1 et 5, oui. 1 et 5, Oui, je dirais 2. 2. D'accord. Alors, la question qui, ok, la question qui me vient euh, en tête, justement, par rapport aux 2 que tu as choisis, parce que j'avais 3 questions pour toi, principalement. Euh, tu penses quoi, en fait, de la du remède Covid organique du Madagascar? Parce que je sais qu'avec la Covid, il y a eu beaucoup de choses là-dessus. Je pense que le Ah, Madagascar s'était assez bien positionné par rapport à ce remède. Et là, actuellement, on sait plutôt ce qui se passe, et puis, etc. Est-ce que tu as envie d'en parler, de nous en dire plus, surtout que tu es justement dans le leadership des jeunes? Je me dis que les jeunes aussi ont travaillé là-dessus ou peut-être ont contribué à la vulgarisation de ce produit. Est-ce que tu veux nous en dire plus? ah ouais, bien évidemment, le Covid organique, ça fait du bruit ici en Afrique. Ouais, c'est tout ce que je peux dire, c'est que c'est une boisson, c'est un remède traditionnel amélioré. C'est une boisson à base d'artémisia qui, selon notre président, peut prévenir et guérir le Covid-19. Alors, c'est l'Institut malgache de recherche appliquée, ou ce qu'on appelle aussi l'IMRA, qui a développé ce remède. Euh, je rappelle d'ailleurs que l'IMRA a été inventé par un savant, pas inventé, mais fondé par un savant malgache, le professeur. Euh, je me souviens pas de son nom, mais c'est le seul savant malgache. Et le président a ordonné effectivement sa distribution à l'échelle nationale. Donc la question maintenant, c'est est-ce que c'est efficace? Bon, euh, l'OMS au début a mis en garde le gouvernement malagasy contre une substance que, qu'il qualifiait de dangereuse à l'époque. Donc, et aussi, il n'y a aucune, il n'y a pas eu des essais cliniques, il n'y a pas eu des preuves scientifiques qui prouvent que ce remède est très efficace. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait c'est ce qui fait beaucoup de polémique. Et voilà. Donc, pour affirmer que c'est efficace, on ne dispose pas des données scientifiques.
Mais d'un côté aussi, je ne blâme pas notre gouvernement parce qu'à l'époque, on était dans une urgence sanitaire. On ne savait pas comment traiter la maladie. Donc, euh, voilà, tous les armes sont permis, quoi. Quand on est en guerre, il faut tout faire pour gagner. Donc, notre président a juste misé sur ce remède parce que la situation était très critique. Mais peut-être je reproche à notre gouvernement le fait d'avoir fait du messianisme sur ce remède parce que voilà, c'est pas vraiment exceptionnel, quoi. Mais d'un côté aussi, voilà, on essaie tous de s'en sortir comme on peut, quoi. D'ailleurs, je connais aussi beaucoup de pays africains qui ont développé des remèdes traditionnels améliorés, qui ont suivi, qui ont suivi, euh, qui ont suivi nos traces. D'ailleurs, quand cette épidémie, quand cette pandémie a éclaté, je vois que tu te souviens de la polémique de la chloroquine. Oui, bien sûr, Tout le monde a je me dit, souviens très bien. voilà, et tout le monde a dit, voilà, il ne faut pas utiliser ça, c'est pas bon pour la santé, mais là, maintenant, on se rend compte que c'est ce qu'on utilise. C'est ce qu'on utilise. Donc, euh, voilà, on peut pas juger Madagascar de façon très agressive sur ce côté-là. Ouais. On essaie juste de s'en sortir, et voilà. Ok. Bah, de toute façon, l'IMRA, c'est quand même une belle organisation qui a été créée hein, par Albert Rakoto Ratima Manga, si je me souviens bien. Oui, bien sûr, voilà, c'est le nom. Oui, c'est le nom. Et Ouais. donc, je pense que c'est d'ailleurs le genre de choses en fait qui devraient être créées par les Africains eux-mêmes. Mais moi, en 2 minutes, j'aimerais savoir quel est le regard que tu as sur la médecine traditionnelle, si par exemple des jeunes viennent vers toi pour en parler, tout simplement, ou s'il y a une conférence des jeunes sur cette thématique, je ne sais pas trop, est-ce que tu auras quelque chose à dire par rapport à ça concrètement? Parce que ce soit le Madagascar ou le Sénégal ou encore le Burkina Faso, le Togo ou encore d'autres pays africains, hein, le débat il est toujours là avec la Covid. On s'est rendu compte que bah, la médecine traditionnelle aurait pu, honnêtement, aurait pu nous être très utile s'il y avait justement des instituts de recherche qui pouvaient faire vraiment un gros travail scientifique sur ces produits. Donc, je ne sais pas trop si tu as un regard là-dessus, même si je sais que tu n'es pas un expert du tout en la matière. Oui, bien sûr. En fait, ici en Afrique, on a une situation. En fait, je sais pas, mais je crois que c'est à peu près la même chose dans tous les pays africains. C'est que, euh, voilà, on a cette culture du remède traditionnel, quoi. C'est quelque chose qui est très courant chez nous. D'ailleurs, ici à Madagascar, on a l'habitude de se soigner avec des remèdes traditionnels. On a des plantes, on a beaucoup de plantes médicinales ici qu'on utilise pour traiter certaines maladies. Et il y en a beaucoup qui sont très efficaces, plus efficaces même que les médicaments chimiques. Donc, moi, je crois qu'il ne faut pas qu'on divorce de cette culture parce que ça peut vraiment nous être utile. Et je rappelle d'ailleurs que le Covid organique a été très efficace chez certaines personnes. Et je connais par exemple des membres de ma famille je connais par exemple un couple qui est dans ma famille où l'homme a bu le remède, la femme ne l'a pas bu et ils ont tous les deux été atteints du Covid et c'est la femme qui a développé la forme grave. La forme grave. Alors, le monsieur, il s'en est très bien sorti alors qu'ils étaient au-dessus de la soixantaine. Donc, voilà, il y a une certaine efficacité. Donc, on ne doit pas divorcer de cela. Mais en général, ce qu'on nous reproche, c'est qu'on n'a pas de preuves scientifiques. On n'a pas de preuves scientifiques souvent, on n'a pas de preuves scientifiques pour corroborer l'efficacité de ces remèdes traditionnels. Donc, je crois qu'il faut orienter nos efforts dans ce domaine, fonder des instituts qui se concentrent sur la pharmacopée, euh, où vraiment on se focalise sur des essais cliniques pour prouver l'efficacité de ces remèdes traditionnels. Parce que si ça fonctionne sur une maladie, c'est certainement, il y a des propriétés scientifiques
qui démontrent cela. Donc, ce qui nous reste à faire, c'est de trouver ces preuves scientifiques pour que l'OMS, pour que l'ONU ne vienne pas nous donner des leçons plus tard que voilà, ça ne peut pas fonctionner parce qu'il n'y a pas de preuves scientifiques. Donc, Oui, voilà. d'accord. Bah, en tout cas, chers auditeurs, je ferai une belle conclusion sur ce point, bien évidemment, par rapport aux preuves scientifiques, au financement aussi des instituts de recherche en Afrique, bien évidemment. Donc, il y a un gros travail là-dessus. Et j'espère vraiment que ceux qui font partie des instances décisionnelles en Afrique vont pouvoir écouter ce podcast. Tout simplement, on est des jeunes, certes, mais je pense qu'on a quand même des choses à apporter sur la table. En tout cas, Raj, on tend vers la fin de cet épisode et j'ai envie de te demander si en 2, 3, 4 ou plus 5 minutes, est-ce que tu as des petits conseils à donner aux jeunes qui nous écoutent, à la communauté africaine, bien évidemment, parce que voilà, je considère qu'il y a des sujets qui concernent le Madagascar, certes, mais qui concernent également en fait, d'autres pays, parce qu'on a à peu près les mêmes problématiques. Et bien évidemment, si tu as des conseils aussi à donner à nos dirigeants, pourquoi pas. Voilà. Ouais. Donc moi, tout ce que j'ai à dire, c'est ce que j'ai toujours fait depuis. Comme je le dis, je travaille dans le domaine du leadership des jeunes. Donc en général, le youth leadership, le leadership des jeunes, c'est former et éduquer les jeunes à être des citoyens responsables et aussi des leaders capables d'apporter des changements positifs dans nos communautés. Il faut donner à la jeunesse l'opportunité de contribuer au développement de notre pays. Et il y a plusieurs façons de le faire. On peut équiper la jeunesse d'outils, de connaissances, des compétences qui leur sont nécessaires, non seulement pour créer pour eux, mais aussi pour leur communauté un changement positif. Et aussi, il faut aussi qu'on les donne des opportunités d'engagement civique afin qu'ils puissent sentir qu'ils sont capables d'avoir un impact positif dans la communauté. Et je rappelle d'ailleurs que, je ne me souviens pas de l'article, mais je peux très bien le partager. Voilà, 60% des Africains ont moins de 24 ans. À l'horizon de 2050, 35% des jeunes seront africains. Donc, cette jeunesse-là, il faut qu'on se sert de cette jeunesse-là pour développer notre pays. Parce que si cette jeunesse se sent abandonnée, bien évidemment, elle va tomber dans les mauvaises habitudes, dans la drogue, dans le banditisme, dans l'alcool, dans la délinquance. Et ça va être un grand fléau pour nous. Mais il faut qu'on se sert de cette force vive. Il faut qu'on donne à cette jeunesse les moyens de développer nos pays et nos continents. Donc il faut aussi encourager les jeunes à s'engager pour la communauté. Il y a notamment beaucoup de sujets où on peut avoir des impacts positifs. Par exemple, on peut faire du bénévolat, on peut s'engager dans une organisation qui se bat pour la préservation de l'environnement, on peut créer même une association, par exemple, qui se bat pour éradiquer l'analphabétisme. Donc il faut qu'on soit conscient de nos défis, parce que l'avenir de l'Afrique, c'est nous. Et je me rappelle d'ailleurs d'une phrase de Graça Machel, la veuve de Mandela, lors de la 10e célébration de l'African Leadership Academy. Elle a dit que l'Afrique n'a pas besoin de leaders de 75 ans ou de 65 ans. Nous avons besoin de leaders jeunes, dynamiques, innovateurs, auxquels la jeunesse peut s'identifier. Donc voilà, en général, on doit se réveiller et on doit prendre le flambeau. D'accord. Bah, j'espère que tous nos auditeurs et nos auditrices ont compris le message. Et j'espère vivement aussi que nos dirigeants pourront écouter ce message. En tout cas, merci beaucoup à Radio Ferra
peut-être intéressés à cette émission pour avoir participé également à cet épisode. J'espère vivement qu'on aura l'occasion de pouvoir échanger, bien évidemment, sur d'autres sujets dans la saison 2 de l'émission Ce que j'aurais aimé savoir. Et ça m'avait fait vraiment, vraiment plaisir de retrouver le Madagascar dans cet épisode, dans ce podcast. En tout cas, merci beaucoup pour l'opportunité. Oui, merci beaucoup, Paris. Le plaisir est partagé. D'accord. Alors, chers auditeurs, chères auditrices, je vous donne rendez-vous dans quelques minutes ou quelques secondes dans la conclusion où je vais faire le tour de tout ce qu'on a dit. Je vais revenir sur justement certains points et les détailler encore plus. J'espère vivement que vous allez aimer. On se dit à tantôt. Merci. Salut, j'espère que tu te portes à merveille et j'espère que tu as apprécié l'échange que j'ai eu avec Précieux Radioferra. Je rappelle rapidement qu'il est diplômé d'un master en droit privé, comme vous l'avez entendu. Et justement, je pense qu'il en a un peu parlé, le fait qu'il a eu à faire des études en sciences juridiques, mais qu'il a décidé d'aller vers le social. Et je suis de ceux qui pensent qu'en fait, ce n'est pas du tout incompatible et que tout le monde n'est pas obligé, tout simplement parce que vous avez fait des études en droit, vous n'êtes pas obligé de devenir avocat, parce qu'il y a d'autres choses que vous pouvez utiliser le droit pour faire, tout simplement. Vous pouvez utiliser le droit tout simplement dans la recherche scientifique ou encore tout simplement dans le social, pour connaître les droits des uns et des autres, ou encore pour la lutte pour les droits des femmes, etc. Donc il y a tellement de choses qu'on peut faire et c'est vraiment, je trouve ça admirable de voir un peu ce que Précieux fait, ce que Radioferra fait disons pour aller vers la réalisation de son ambition. Alors on a parlé aussi de la considération des jeunes ou encore mieux de la confiance qu'on devrait avoir en les jeunes et je pense que j'en avais parlé dans un épisode podcast je sais plus si c'était avec Edwige Messon ou pas mais on parlait justement du fait qu'on ne considère pas assez les jeunes, qu'on pense que les jeunes sont incapables, etc. Et je pense que j'espère que ça va changer avec nous parce qu'avec nos aînés, je pense que ça va être compliqué déjà de faire changer la mentalité. Mais j'espère que nous aurons justement cette présence d'esprit de considérer le travail des jeunes et de les impliquer plus dans les programmes nationaux. On a parlé aussi du vaccin, de l'Afrique, du financement de la recherche. Et je suis de ceux qui pensent qu'en fait, la COVID-19 devrait nous ouvrir les yeux. On voit très bien qu'aujourd'hui, en Afrique, il y a des cas, certes. En Inde aussi, il y a des cas, certes. Mais il y a quand même certaines disparités qu'il faut relever. Par exemple, on a vu que dans les bidonvilles en Inde, il y a peu de cas. Ou peut-être qu'il y a des cas, mais il n'y a pas de forme grave. Ouais. Donc, quelque part, on l'a expliqué par le fait que, voilà, lorsqu'on est dans les bidonvilles en Inde, qu'on est confronté à un certain nombre de maladies très tôt. Et donc, évidemment, on arrive à gérer le choc avec la Covid. Et je pense qu'on a à peu près le même schéma dans les pays africains. Et je suis étonné de voir qu'en fait, il n'y a aucune étude pour le moment qui a été réalisée sur ce phénomène, des études ou une étude réalisée par des Africains. C'est ce que je veux dire, ou par des centres de recherche africains. Je pense que c'est ce qu'il nous faut. Je pense qu'il ne faut pas attendre que ce soit des Européens qui réalisent des études sur ça. Il y a aussi le phénomène du vaccin en soi ou du traitement. Le Madagascar avait brandi un produit là-dessus. Et je pense que la petite erreur, c'était qu'en fait, on n'a pas eu à vraiment tester ce produit autrement. Même si ce produit était efficace, il fallait peut-être aller plus loin, peut-être tester aussi dans des labos, etc. Pas forcément attendre que l'OMS valide ou pas, mais peut-être qu'il fallait aller plus loin que juste dire que c'est efficace, quoi. Ouais. Il fallait fournir des preuves, tout simplement. Et je pense que c'est le genre de choses qu'il nous faut et qui nous manque. C'est-à-dire qu'on n'a pas de structure dans ce sens sur le sol africain qui pourrait nous permettre de pouvoir valider des produits ou encore des
des résultats de recherche, etc. Et ça, c'est un gros travail qu'il nous faut. Alors, pour moi, il y a de gros défis de la recherche en Afrique. D'abord, il y a ce manque de culture de la recherche chez nous. On pense que c'est pour les Blancs. Voilà, disons ça comme ça. On a comme l'impression que ce n'est que pour les Blancs et que les Africains ou les Noirs n'ont pas besoin de faire la recherche et tout. Et d'ailleurs, c'est toujours compliqué pour une personne ou pour une organisation d'inclure un budget recherche, par exemple, et de dire, voilà, j'ai envie d'avoir 1 milliard pour faire des recherches. On te dit, ça sert à quoi? Voilà. Seconde chose, on n'a pas un environnement qui est favorable à l'expression des talents de la recherche. Et justement, c'est un peu lié tout ce que je dis. C'est-à-dire que je me rends compte à quel point c'est assez compliqué de faire comprendre à des institutions et encore plus à nos politiques à quel point investir dans la recherche est importante. Troisième chose, c'est l'absence de mécanismes, de mécanismes d'accès au financement. Tout simplement, c'est-à-dire le mécanisme institutionnel. Il n'y a pas un process qui est établi. Rien n'existe vraiment dans ce sens. C'est assez complexe. Et surtout, il n'y a pas de cours dispensés dans ce sens. C'est-à-dire que dans certains pays, par exemple, il y a des modules de formation sur comment monter un dossier de financement pour obtenir des fonds de recherche. Il n'y en a pas dans nos universités. Il devrait y avoir ce genre de choses. Mais pour que ce genre de choses soit utile, il faut qu'il y ait des fonds de recherche qui existent. C'est-à-dire qu'on ne va pas nous former, par exemple, dans ce sens-là, et finalement qu'on ne puisse même pas obtenir des fonds de recherche auprès des organismes de recherche, auprès du gouvernement, etc., ou encore auprès des ministères aussi. Donc quelque part, il y a quand même un gros travail à faire. Pour moi, il y a des domaines prioritaires dans lesquels il faut vraiment se lancer dans la recherche en Afrique. La santé, l'éducation, l'agroéconomie, les droits des communautés locales, les droits des femmes. Pour moi, c'est déjà des domaines prioritaires. C'est-à-dire que c'est des choses qu'il nous faut là maintenant. Ce serait excellent de faire des études sur ces aspects. Lorsque je dis l'éducation, c'est très large. Il y a tellement de choses qu'on pourrait y mettre en fait. Même des études sur les familles monoparentales, pourquoi pas. La famille, c'est le socle de toute société. Tout part de là, en fait. Si on n'arrive pas à étudier la structuration de nos propres familles, les défis qu'on rencontre, comment est-ce qu'on peut maintenant mettre en place de vrais programmes d'éducation adaptés à nos réalités? Il faut faire des recherches. Il faut qu'il y ait des fonds affectés aux recherches scientifiques, recherches qualitatives sur le terrain, quantitatives. Il faut pouvoir développer des statistiques qui vont alimenter justement ces créneaux. On en a besoin, c'est important, c'est primordial. Par exemple, au Togo, depuis un moment, on parle du coût de la vie qui devient de plus en plus cher, etc. Moi, j'ai décidé de lancer un questionnaire en ligne pour recueillir plutôt des avis, etc. Actuellement, il y a plus d'une centaine de personnes qui ont rempli ce questionnaire. Et ça, c'est à titre individuel, vous imaginez? Ce n'est qu'un questionnaire que j'ai lancé individuellement. Imaginez si on avait vraiment un fonds de recherche et on se dit, on va essayer de faire une analyse des foyers togolais pour voir concrètement comment ça marche. Comment est-ce qu'ils s'en sortent? Est-ce qu'il y a des difficultés, des défis? Comment corriger le tir, etc. On aurait des milliers et des milliers d'avis en fait. Et on pourrait avoir des données statistiques, on pourrait développer des programmes dans ce sens. Ce serait utile. Ce serait très utile. Donc, j'invite vraiment les politiques à prendre en compte l'importance des fonds de recherche, l'importance d'investir dans la recherche, l'importance d'identifier les domaines prioritaires dans lesquels on pourrait faire des recherches. Comme je l'ai dit tantôt, santé, éducation, agroéconomie, droits des communautés locales, droits des femmes, et ainsi de suite. Il y a tellement de choses en fait qu'on pourrait faire. Ce serait intéressant vraiment d'aller dans ce sens-là. J'espère que ce que j'ai dit a été utile. J'espère que certaines personnes qui travaillent au sein des gouvernements ou en Afrique pourront écouter, pourront prendre ça en compte. Et je parle surtout des
des gouvernements dans le monde francophone en Afrique. Et je pense que c'est de ça dont on a besoin pour pouvoir vraiment mettre en place de vrais programmes sur le long terme, sur le court terme ou encore sur le moyen terme. On en a besoin. J'espère que tu as aimé ce podcast, j'espère que tu as aimé le partage que j'ai fait. Je te laisse savourer le podcast si tu en as encore envie. Je te laisse aussi t'abonner aux différentes plateformes, etc. Et on se retrouve pour l'épisode 20 qui sera encore plus intéressant, bien évidemment. Et n'oublie pas quelque chose de primordial. La vie a un début et une fin. L'important, c'est ce que tu en fais. Alors, fais-en quelque chose d'utile et d'agréable. J'en profite pour t'informer qu'il est fort probable en fait que je fasse un podcast, en fait un épisode surprise sur le coût de la vie au Togo. Je vais parler des résultats de la petite recherche que j'ai faite, donc du questionnaire que j'ai mis en ligne. Et je vais peut-être recevoir aussi des personnes qui vont pouvoir partager un certain nombre de choses. J'espère que tu resteras câblé. On se dit à tantôt. C'était Eden Betoglo et c'était l'épisode 19 avec Précieux Rajo Ferra. On se dit à tantôt. Au revoir.